Connaître et aimer le monde pour évangéliser. On a choisi pour cette table ronde un peu un contre-pied en proposant un nouveau défi à Fabrice Adjadj. Fabrice accompagne le congrès depuis plusieurs années, il intervient souvent. Et là, on va être un peu à contre-emploi parce que Fabrice va jouer le journaliste pour pouvoir interroger des journalistes. Donc, vous verrez, il y aura du rebond et il y aura de la surprise. Mais Fabrice pourra également certainement donner son point de vue. La semaine dernière, il y avait un débat entre deux hommes politiques et il y a eu une petite joute assez intéressante. Un qui était au pouvoir et qui a dit à son opposant « Monsieur, ce que vous dites est en décalage avec la vérité ». Et l'autre lui répond « Monsieur, vous êtes en décalage avec la réalité ». Et je laisse juste méditer ce petit échange pour introduire notre table ronde. Profitez de tous ces moments, c'est un moment de grâce hein, c'est une grande joie d'avoir une qualité, un panel aussi riche. Et voilà, je vous souhaite à tous un très bon, fécond congrès mission. Un conseil, rencontrez-vous, échangez vos cartes de visite, exprimez vos besoins parce que ces 2 jours vont être extrêmement denses et riches. Et ce qu'on cherche, c'est vraiment ce bouillonnement et cette fécondité tendue vers l'objectif de la mission. Fabrice, c'est à toi. Merci Arnaud. En fait, je n'avais pas pensé que c'était le jour des saints archanges, qui sont les messagers. Donc, vous voyez, c'est bien qu'on se retrouve avec des personnes qui ont les missions d'être des messagers, justement, d'une nouvelle, si ça n'est pas toujours la bonne. Et puis, je réécoutais ce songe de Jacob et je me disais, vous avez remarqué, les anges, on ne les voit pas descendre puis monter, mais monter puis descendre. Comme si l'essentiel se jouait au niveau de la Terre et dans cette circulation-là. Alors ça sera peut-être un enjeu justement, partir justement du donner plutôt que de croire qu'on assène les choses d'en haut. Alors effectivement, on est dans le cas d'un renversement de situation assez périlleux. L'idée est originale, je ne suis pas sûr qu'elle soit bonne. On verra l'épreuve de ces entretiens. En tout cas... ça sera difficile pour moi, mais heureusement, j'ai des maîtres en journalisme qui pourront me conseiller de ce que je dois faire. On m'a déjà dit que quand j'avais plus d'idées, que je ne savais plus quelle était la question à poser, il fallait que je dise le nom d'une personne. Vous voyez, par exemple, Antoine-Marie. Voilà. Donc, on m'a donné déjà quelques trucs. Mais ça m'a déjà permis d'avoir de l'admiration pour les personnes que je dois interroger, parce que je me suis toujours trouvé dans la situation inverse, et finalement, elle est beaucoup plus commode, puisqu'on m'interroge et puis je parle de moi-même. Or, la tâche du journaliste, quand il se fait intervieweur, c'est de laisser parler l'autre. C'est un travail d'écoute, et même une maïotique, parce qu'il faut poser les bonnes questions pour le faire accoucher de ce qu'il a à dire. Et tout d'un coup, moi qui pensais que les journalistes étaient... Enfin, que ce métier est un métier, un sous-métier de la parole, je dois vous l'avouer, je me suis dit, quand même, voilà, ça a commencé à faire naître en moi une admiration. Et donc, j'ai compris que c'était difficile. Mais la deuxième difficulté que j'ai, et c'est Guillaume Goubert qui m'en a fait part, c'est la crainte, c'est lui qui me l'a dit, la crainte que rien ne se détache vraiment. Il m'a dit, nous nous connaissons bien, les 4 personnes qui sont ici, nous nous entendons bien, et alors, c'est ce qu'il m'a dit, hein. Bon, moi maintenant je vérifie déjà. Oui. Bon, mais j'ai cru qu'il m'avait donné pour mission, en tout cas, de faire, et ça commence bien, en sorte qu'ils ne s'entendent plus bien, et donc de susciter le débat. Mais c'est pas facile. Et c'est la troisième difficulté, c'est que chacun d'entre eux est dans un registre différent ou sur un créneau très différent.
Alors, Guillaume Goubert, qui est le directeur de la Croix, qui est un quotidien d'information que vous connaissez bien, Antoine-Marie Zohar, à l'extrême gauche pour moi, enfin. Ça commence fort. Qui dirige Famille chrétienne, hebdomadaire dont lui-même m'a dit moi c'est quand même différent parce que on ne peut pas tomber dessus par hasard, on ne trouvera pas Famille chrétienne comme ça dans un kiosque où il ne suffit pas d'allumer le bouton de sa télévision et on tombe tout d'un coup sur une émission de Famille chrétienne. Donc c'est autre chose, un hebdomadaire avec ses abonnés. RCF, une radio, Martin Ferron, d'extrême droite donc, enfin pour moi, tout est dit. Qui lui a en plus cette spécificité, non seulement d'être un tout autre type de média, mais aussi d'être une antenne avec des décrochages locaux. Et donc la question du local est décisive pour RCF. Et enfin, last but not least, Philippine de Saint-Pierre, directrice de KTO, donc une chaîne de télévision qui n'a pas d'ailleurs pour vocation unique de faire de l'information. Une émission n'est pas qu'une émission d'information. Donc vous voyez, il y a des différences de support avant même qu'il y ait des différences de point de vue et qui amènent à des perspectives forcément différentes. Donc comment faire pour que ces choses se rencontrent? On est dans des lieux complètement différents. Donc je vais partir de ce qu'il y a de plus commun, puisque vous êtes chacun des personnes du monde des médias, et vous êtes des chrétiens. Et donc l'enjeu, et c'est l'enjeu aussi de cette rencontre, c'est l'articulation des médias et de l'évangélisation, donc entre les nouvelles et la bonne nouvelle, entre la bonne nouvelle et les breaking news, comme on dit. Et ma première question, qui va à vous, Guillaume Goubert, Saint Paul était fabricant de tentes, comme vous le savez, il faisait des tentes quechua, quoi. Enfin bon, Saint Paul. Et il est certain que on ne peut pas dire qu'il y avait une manière chrétienne de fabriquer des tentes. On fabrique des tentes, il faut qu'elles soient bonnes, voilà, il y a un savoir-faire qui est aussi bien chrétien que païen. Mais quand il s'agit de l'information, quand il s'agit de la parole, de dire le monde, de lui rendre ses significations, on peut se dire qu'il y a une manière chrétienne. Et alors, ma première question, c'est est-ce qu'il y a une manière chrétienne de faire du journalisme ? Je pense qu'il faut d'abord faire du journalisme. Je pense que c'est extrêmement important de dire que le journalisme est un métier qui a des savoir-faire, des techniques. Et je pense que tous les quatre, nous pouvons témoigner que nous sommes des professionnels. Et c'est extrêmement important de souligner ça. Au passage, j'en profite pour dire qu'un des paradoxes de cette France très sécularisée, déchristianisée, c'est qu'il y a des médias chrétiens puissants dans ce pays, et des médias qui sont crédibles sur le plan professionnel, qui sont capables de participer à des débats dans bien des lieux, et des lieux beaucoup moins chaleureux que celui-ci. Et donc, réjouissons-nous qu'il y ait en France des médias chrétiens qui peuvent participer au débat, qui peuvent faire entendre la bonne nouvelle, pour dire les choses simplement, la bonne nouvelle telle qu'elle peut se frayer un chemin parmi toutes les nouvelles. Ensuite, finalement, répondre à la question, pour moi, c'est facile. Je veux dire, ça consiste à citer le tout début de la Constitution apostolique Gaudium et Spes du Concile Vatican II. Thierry. Qui, hein ? C'est bon. Le micro était ouvert, Martin. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ,
Et il n'est vraiment rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Voilà, on pourrait s'arrêter là, mais ça vaut le coup d'analyser un tout petit peu la phrase. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses. Comme le texte s'appelle Gaudium et Spes, on a tendance à ne retenir que les joies et les espoirs. Mais il faut bien avoir en tête que le texte ajoute les tristesses et les espoirs. Les angoisses. On a souvent tendance à reprocher aux médias en général, et notamment aux médias comme les nôtres, d'apporter des mauvaises nouvelles, et de tristes nouvelles. Mais on ne peut pas participer, entrer en dialogue avec cette réalité humaine qu'est le monde, si on ne partage pas à la fois les joies, les espoirs, les tristesses et les angoisses. Alors ensuite, il faut bien le constater, nos confrères non confessionnels se consacrent beaucoup plus aux tristesses et aux angoisses qu'aux joies et aux espoirs. Et ce qui nous distingue tous, je l'espère la croix, mais les différents médias que nous représentons ici, c'est la volonté d'être attentifs aux joies et aux espoirs et d'essayer de permettre à ces joies et à ces espoirs de se frayer un chemin dans le débat public. Vous faites le partage un peu entre bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles, mais bon, l'annonce de la bonne nouvelle du salut suppose d'abord la mauvaise nouvelle de notre perdition, qui est déjà difficile à avaler. Et même on pourrait dire que la bonne nouvelle contient en elle-même des mauvaises nouvelles. Les chrétiens sont les seuls à croire, par exemple, en la fin du monde. Ça ne leur pose pas un problème majeur. Et donc, il y a aussi, dans l'espérance, une manière de regarder l'abîme en face. Est-ce que c'est vraiment ça le partage ? Je voudrais poser la question à Antoine-Marie, parce que Famille chrétienne, magazine avec des couvertures souriantes, lumineuses, qui fait profession plutôt d'espoir, de bonnes nouvelles. Quelle est la place de la tristesse et de l'angoisse, mais même de la tristesse et de l'angoisse proprement chrétienne ? Alors, merci Fabrice. On reviendra peut-être effectivement à la spécificité après de chacun de nos journaux, comme vous l'avez dit tout à l'heure au tout début, mais c'est vrai que cette tristesse, cette angoisse, ces temps obscurs, on les vit quand même particulièrement en ce moment, ces semaines-ci depuis la rentrée, avec un certain nombre d'affaires dans l'Église, de tourments, de crises. Ce n'est pas le sujet, au fond, de cette table ronde, mais ça, évidemment, ça y touche énormément. On voit bien comment, nous, quand on aborde ces questions-là, on a des retours, parfois très surprenants de lecteurs qui disent « mais on vous attend pas là-dessus, arrêtez de nous parler de ces crises ». Enfin, voilà. Donc évidemment, à mon avis, on a raison de continuer à parler de ces questions-là, parce que c'est notre travail. C'est le travail d'un journal qui a décidé d'être aussi un journal d'actualité, et pas que, puisqu'on en reparlera. Journal de formation chrétienne, journal d'accompagnement de la foi et des familles. Mais on ne peut pas ne pas parler de ces questions-là, à condition de les éclairer. C'est ce que vient de dire je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Guillaume, à condition de les éclairer de la foi, du message évangélique. Mais en ce moment, je lutte rarement contre ma propre rédaction, mais en tout cas contre certains des lecteurs qui nous écrivent en disant « arrêtez de nous parler de la pédophilie ». Évidemment, on ne peut pas chaque semaine faire un édito sur la crise pédophile, mais je crois qu'on a une vraie responsabilité en ce moment, vu ce qui se passe, et vu le faisceau d'infos, le foisonnement de bêtises aussi qu'on peut lire par ailleurs, ou d'approximations dans les médias généralistes parfois sur ces questions-là. Je pense que là, nous avons aussi une parole, une analyse à avoir sur ces questions-là. Ce qui est sûr, c'est que pour revenir à la spécificité dont vous parliez au tout début de nos 4 médias, de tailles différentes, c'est que, en ce qui concerne Famille chrétienne, même s'il n'habite pas systématiquement Versailles et a 65 ans et porte un collier de perles, globalement, il est... Non, parce que je veux mettre fin à tout cliché. J'ai la chance depuis 2 ans que je dirige la rédaction d'aller en province et de voir qu'il y a aussi beaucoup de lecteurs. Je suis abonné à Famille chrétienne. Tu n'as pas de collier de perles. Et j'ai pas... Mais j'ai été abonné par ma belle-mère qui a un collier de perles. Plus de 65 ans. Ouais. Ça, c'est fait.
Et merci pour ce contre-témoignage. Ce que je veux dire par là, c'est que à 99% en revanche, et ça c'est une certitude, ça ne fait pas de nous un ghetto, je ne le crois pas, au contraire, mais à 99%, les lecteurs de Famille Chrétienne vont à la messe le dimanche, quand c'est pas plus. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, je ne suis pas dans une démarche pleinement d'évangélisation, mais de confirmation dans l'évangile, d'accompagnement, d'arrosage hebdomadaire de la foi des uns et des autres dans la famille, puisque c'est évidemment la spécificité de notre titre. Mais surtout, je crois, et ça c'est et je terminerai là-dessus pour cette introduction, c'est ma conviction profonde depuis qu'on a lancé une nouvelle formule de Famille Chrétienne, c'est qu'on soit missionnaire et pleinement missionnaire. Donc on est un peu des bébés du Congrès Mission ou des parrains aussi, selon les moments, avec une page spécifique sur la mission chaque semaine, avec les initiatives, donc le laboratoire de la mission. C'est un peu le Congrès Mission chaque semaine, FC. C'est vrai sur d'autres médias, de nos amis ici, objectivement. Mais c'est vrai qu'on a cet angle majeur chez nous depuis 9 mois, depuis 8 mois, pour encourager les lecteurs à la mission. Parce que ce sont des lecteurs qui, effectivement, sont les pieds sur le pavé de leur paroisse, éventuellement parfois derrière l'ambon pour animer un chant, souvent à l'END, souvent aux EDC, souvent je ne sais trop où, au cours alpha, machin. Et ces gens-là, s'ils ne sont pas, ou dans l'équipe d'animation pastorale, s'ils ne sont pas aidés, encouragés à la mission, on n'aura pas fait notre service. Donc voilà, je pense qu'on tombe rarement, je reviens à ce qu'on s'était dit avant cette table ronde, on tombe rarement par accident sur Famille Chrétienne, comme on peut au contraire tomber sur la croix, non pas par accident, mais par pur bonheur dans un kiosque, allumer son poste ou Internet et les réseaux Facebook pour trouver KTO et sa radio pour tomber sur RCF dans toute la France. Ce n'est pas le cas de Famille Chrétienne, qui traîne par contre au fond des églises. Et il y a pas mal de gens qui poussent la porte des églises, et j'ai souvent des témoignages de ce type-là qui sont très forts, très touchants pour nous, de gens qui ont approfondi leur foi, découvert leur foi, et qui sont abonnés, parce qu'ils ont trouvé FC au fond d'une église, laissé par des lecteurs, non pas qui en avaient marre, mais qui savaient, parce qu'ils nous l'écrivaient aussi, qu'ils faisaient œuvre d'évangélisation. Je me tourne un peu vers là, on est tous un peu... Merci Antoine-Marie. Effectivement, on a l'impression que Famille Chrétienne, on y fait du journalisme en tant que chrétien, et pas simplement en chrétien, pour prendre une distinction de Maritain. Mais on ne va pas s'empêcher de traiter des sujets. Ah oui, non, mais bien sûr. En vrai journaliste, ce que disait Guillaume au tout début, c'est on commence par faire du journalisme. Oui, mais alors, je voudrais dissiper un malentendu qu'il pourrait y avoir, parce que au fond, il y a la question de la mission, mais on est dans un cas particulier de ce qui est la mission des laïcs aussi, qui ne se détermine pas de la même façon que la mission du religieux ou du clerc. Le laïc est appelé à l'endroit où il est, dans le métier où il est, selon les modalités qui sont celles du monde qui est autour de lui. Et donc peut-être que sa manière aussi d'évangéliser n'est pas la même que le fait de sortir dans la rue et de prêcher le Christ. Alors justement, c'est en chrétien et puis en laïque. Alors je voudrais poser la question à Martin Ferron, revenir sur cette question. On parle d'éclairer. Alors éclairer certains faits. Vous avez des journaux radio d'information qui sont assez écoutés en tout cas. Et est-ce qu'il y a une manière d'éclairer qui est différente ? Sans doute sur les affaires qui touchent particulièrement l'Église, il y a parfois une manière plus précise, peut-être au fond moins idéologique, ou moins de parti pris, contrairement à ce que les gens pourraient penser. Parce que venant plus de l'intérieur. Mais pour ce qui concerne l'information en général, est-ce qu'il y a un éclairage ? Est-ce que cette espérance peut être rendue, je ne sais pas, moi, quand on parle du mondial de football ? Non, là, c'est trop facile. Cette année, c'est oui. facile. Pour la Suisse, c'est plus difficile, je crois. Oui. Pour l'Italie, surtout. Non, mais je consonne à ce qui a été dit précédemment, et je vais essayer d'éclairer ça par rapport à l'expérience RCF.
je crois qu'il y a des éléments qui sont de façon intangible. C'est d'abord que nous travaillons avec des journalistes qui étaient en école de journalisme ou pas. De toute façon, ils sont formés au métier. Et c'est là-dessus qu'on s'appuie pour travailler avec nos équipes. On a une centaine de journalistes sur le réseau, que ce soit en très grande proximité sur des radios locales ou au niveau national, puisque nous sommes basés à Lyon et également on a un studio à Paris abrité par Bayard, que je salue à cette occasion. En 2015, nous avons choisi un territoire de marque pour tout média, tout produit. Il faut pouvoir s'identifier par rapport à un territoire de marque, savoir d'où on parle et de quoi on parle, et faire d'une certaine manière ce qu'on appelle une promesse à l'auditeur. Et après un an de travail, après un travail interne dans les équipes, avec une agence qui nous a aidés, nous a accompagnés, vraiment un travail très introspectif, complexe, avec aussi nos auditeurs, on a sorti le territoire de marque de la joie, avec un grand J. La joie se partage. Et en 2015, c'était le 7 janvier au matin, on a révélé à nos auditeurs que le territoire sur lequel RCF voulait se positionner, c'était la joie, et la joie qui se partage. C'était le 7 janvier 2015. Jusqu'à 11h, c'était assez simple de partager ça avec les auditeurs, avec les évêques, avec les prêtres, avec des grands témoins qui sont venus nous partager leur joie. Il y avait Jean Vanier. Voilà. Et à 11h, il y a eu les attentats de Charlie Hebdo. Et je m'en souviendrai toujours, je suis sorti du studio, on venait de faire 4 heures d'antenne, extraordinaire, et j'avais des journalistes dans le couloir qui pleuraient. Ça a été assez compliqué de se dire, tout s'arrête. Et de se dire, non, tout ne s'arrête pas, on continue. Et à ce moment-là, j'ai une personne, étonnamment, qui est présente dans ce congrès Mission, qui participait, il avait une chronique sur notre radio, et qui m'a croisé très rapidement, et qui m'a dit, la phrase est un peu ambiguë, bien malheureuse coïncidence. Et en prolongeant, en me disant, le vrai défi est maintenant, c'est-à-dire de quelle joie vous parlez. Ça a été un défi pour toutes les équipes, les journalistes, parce que se dire comment je peux commencer un journal avec des nouvelles abominables, les Rohingyas, les attentats, 2015, on avait ce qu'il fallait, et me dire que mon territoire de marque, je ne peux pas m'appesantir sur la marque, c'est la joie se partage. Et la question, c'est de quelle joie je parle. Tout l'enjeu dans notre travail, c'est effectivement de se dire vers quelle joie je veux emmener les auditeurs. Alors, vous ne posez pas la question à chaque début de journal, mais souvent je dis aux journalistes, essayez de penser à qui vous parlez et dans quel état vous laissez l'auditeur à la fin de votre journal. Qu'est-ce que vous lui apportez ? Alors la tentation extrême, c'est de se dire on va faire de l'info positive. Ça, c'est devenu très à la mode à un moment donné. Guillaume disait que les médias plus profanes s'appesantissaient sur les nouvelles qui font mal, sur le douloureux, et puis il y a eu un mouvement aussi de se dire il faut qu'on fasse de l'info positive. Alors moi, ça me fait un petit peu peur, l'info positive. Maintenant, on a trouvé l'info de solution, un terme dans lequel on va s'engouffrer, qui est intéressant aussi, qui est un petit peu moins bisounours que l'info positive. En revanche, l'info qui creuse vraiment la question de savoir qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que je peux travailler sur cette question-là, jusqu'où je peux aller et jusqu'où je ne peux pas aller dans le temps qui m'est imparti. Quand vous avez un journal de 10 minutes ou de 15 minutes, combien d'informations je peux délivrer et jusqu'où je peux aller dans cette information-là. Et à quel moment je prends le risque de ne pas la traiter ou de renvoyer à plus tard, de dire on a appris cette information-là, on prendra le temps d'en reparler plus tard dans un autre rendez-vous d'information. Parce qu'il y a une autre phrase qu'on ressort souvent dans les rédactions à RCF, c'est mieux vaut ne pas traiter une information que la maltraiter. Dans quel état nous laissons l'auditeur à la fin d'une information ? Personnellement, c'est vrai que j'ai décroché par rapport à certains médias pour lesquels, à la fin de l'information, du temps d'information, je ne savais plus quoi penser et j'avais vraiment une forme de souffrance. Voilà, je pense que beaucoup peuvent comprendre ça. Où finalement, vous avez une espèce de désespérance parce qu'il n'y a rien à quoi vous accrocher. Il n'y a pas une seule parole à laquelle vous pouvez vous accrocher pour vous dire il y a de quoi espérer au-delà de toute espérance. Entrer dans cette joie-là, c'est pas... vous savez, dans les studios avant, dans les radios, on mettait le smiley avant même que ça se diffuse sur les réseaux sociaux pour ne pas oublier de sourire. Et j'avais un journaliste animateur qui mettait toujours au début de chaque feuille, il mettait son smiley pour ne pas oublier de sourire. En se disant, c'est ça qui est important. C'est pas faux, il n'a pas tort, il faut sourire à l'antenne, même si ça ne se voit pas, le sourire s'entend.
Néanmoins, il faut aussi savoir ce qu'on est en train de dire et quelle responsabilité on prend, alors avec tous les bons réflexes de journaliste, et aussi avec cette responsabilité d'apporter quelque chose. Je voudrais terminer sur un exemple qui n'est pas RCF, qui est à l'intérieur de RCF dans la diffusion, et qui m'a toujours impressionné, parce qu'on a eu l'occasion de s'en expliquer à Rome, sur le journal de Radio Vatican, qui s'appelle le journal de Vatican News maintenant. Je trouve ce journal qui est assuré par une petite équipe de francophones à Rome, qu'on connaisse bien les trois qui sont là, parce que c'est extraordinaire. Dans ce journal-là, vous pourriez avoir le pape a dit, le pape a fait, les évêques ont fait, les cardinaux ont dit, le dicaster machin a dit. Voilà. Ce qui est intéressant, et que je trouve fascinant, et qui fascine la plupart de nos auditeurs, parce que c'est un de leurs rendez-vous préférés, c'est un exercice d'humilité aussi pour nous autres qui faisons des journaux à côté, c'est qu'ils disent, c'est incroyable, vous parlez sur Vatican News de sujets dont personne ne parle. Et dans ces sujets-là, il y a des sujets dramatiques. Vous avez, si vous écoutez le journal de Vatican News, vous pouvez aussi l'écouter sur Radio Notre-Dame, je vous rassure, pour ceux qui habitent Versailles, et les autres. Vous avez des informations que personne n'a, vous les avez en primeur sur des lieux dont personne ne parle. Et ça, c'est aussi un travail qui n'est pas d'aller chercher la douleur, la peine, la souffrance, c'est aussi ce travail d'information pour être amené à mieux comprendre et aimer le monde. Merci. J'étais très frappé par cette... Alors d'abord par cette devise, la joie qui se partage, et puis le fait que... Enfin, l'histoire que vous avez racontée, qui est quand même une histoire assez forte, en même temps, il est évident que pour le chrétien, c'est la joie de la croix, enfin sans renvoyer forcément à... de la croix comme telle. Mais ce que vous dites... me renvoie à deux questions. Je reviendrai sur ce que vous avez appelé et qui a provoqué mon effroi et en même temps ma compréhension compatissante, l'expression territoire de marque, ça fait tout de suite, c'est bon. Mais surtout, la question pour moi, c'est est-ce que les médias chrétiens, et c'est un peu ce qu'on a entendu dans ce que racontait Antoine-Marie déjà, ne sont pas marqués par l'idée que ces chrétiens, donc ça doit rentrer dans cette manière contemporaine de voir la religion ou la religiosité ou la spiritualité, c'est-à-dire sur un mode thérapeutique, dans la logique du bien-être, de les informations positives, ce que vous disiez, la joie, bon, quelle joie, se sentir bien, des conseils, vous voyez, une sorte de néo-bouddhisme chrétien, quoi, en fait, hein, qui serait l'enjeu. Et même, est-ce qu'on n'est pas affecté par cela pour attirer les gens? Et alors, je pose la question à Philippine, parce que est-ce qu'une émission de KTO, il n'y a pas une attente voilà, de faire plaisir aux gens, de leur donner des conseils en vue de leur bien-être intérieur, est-ce qu'on n'est pas pris par cette logique-là de la réduction de toute spiritualité à une forme de zen ou de thérapie? Tu n'as pas regardé l'antenne depuis assez longtemps. Je ne répondrai pas à cette question. On diffuse en Suisse, hein, tu sais. Non, mais en plus oui, KTO est dans mon flux, mais je ne regarde pas la télé. Voilà. Voilà, mon problème, c'est ça. Voilà. C'est général, hein, c'est pas une condamnation spécifique. Hein. On dit des choses et puis on n'a pas regardé. Non, plus sérieusement, il me semble pas que les uns et les autres nous soyons menacés par cette tentation du spirituel au gazeux, comme disait le cardinal Lustiger. Je ne crois pas que, même si nos personnalités éditoriales sont très différentes, je ne crois pas que ça nous guette. Il y a longtemps eu un débat dans les médias chrétiens, et en particulier peut-être les médias audiovisuels, sur la question de savoir est-ce qu'il valait mieux être un média d'édification et donc contribuer à nourrir le peuple chrétien au jour le jour, ou un média d'évangélisation, sous-entendu un média extrêmement généraliste qui, du coup, ferait venir le plus large public. Ma conviction personnelle est que cette séparation ne fonctionne pas, et l'expérience de KTO est que cette séparation ne fonctionne pas. En réalité, plus l'antenne est confessante,
plus les gens qui sont loin de l'Église et ne connaissent pas la foi chrétienne viennent y chercher quelque chose. Et donc c'est en fait souvent nous, cathos, qui par complexe nous disons mais on devrait moins parler de Jésus et faire des trucs plus généralistes parce que comme ça les autres viendraient. En réalité, pour que quelqu'un qui n'est pas chrétien regarde KTO, il faut deux choses. Il faut soit ce que j'appelle le doigt de la providence, c'est-à-dire qu'il se soit planté avec sa télécommande à un moment, il n'a pas fait exprès, voilà. Soit qu'ils viennent chercher quelque chose en disant « mais j'ai entendu dire que les cathos faisaient ceci ou pensaient cela ou que le pape François avait dit quelque chose et donc je vais aller voir s'il paraît extraordinaire, comme je vais sur Eurosport pour avoir plus d'infos sur le sport, et ben sur la chaîne catho il n'y aurait pas plus d'infos à ce sujet. Parfois les deux se conjuguent. Mais du coup, ce que j'observe, c'est qu'au fond, c'est pas tant la nature du sujet traité que la manière dont on le traite en assumant comme parti pris bienvenue, ici vous êtes chez les catholiques. Et donc on ne va pas essayer de vous faire croire que vous êtes ailleurs, quel que soit le sujet dont on parle. Quand on parle de cuisine, c'est la cuisine des monastères, c'est assez clair. C'est assez bon aussi, il ne faut pas rire. Enfin, on les a sélectionnés quand même. Quand on traite l'information, elle peut être tout à fait effroyable, tragique, de différentes manières. On le voit bien sur les exemples qu'ont cités Antoine-Marie ou Martin. Et tu le disais, Fabrice, KTO, c'est pas seulement de l'information, parce que de fait, c'est 24 heures de programme par jour, donc dedans, il y a un petit peu d'information. Les gens viennent pas chercher chez nous le scoop de la semaine, et tant mieux, parce qu'ils seraient déçus. Nous, on donne plutôt des clés de lecture de l'information à notre petite mesure. On est une petite équipe, un petit média d'une quinzaine de journalistes, donc c'est pas extraordinaire pour faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, il y a beaucoup d'autres émissions, des magazines comme en radio, d'ailleurs, qui sont pas directement de l'information. Mais je crois qu'il y a une posture commune d'abord et qui rejoint l'introduction de Guillaume tout à l'heure avec Gaudium et Spes, c'est que quel que soit le sujet, on va essayer de partir du principe qu'on aime ce monde. Et c'est quelque chose d'assez important pour nous parce que d'une part, on peut avoir la tentation que j'appelle la tentation cathare, c'est-à-dire de se resserrer sur un petit nombre de sujets, un petit nombre de personnes, un petit nombre de groupes, où on va parler de gens de plus en plus parfaits et donc de plus en plus hors sol, et en croyant qu'on va se conforter. Et c'est une tentation qu'on a tous, parce que de temps en temps, ce serait tellement plus confortable. L'autre tentation, ça pourrait être... parce que dans la première, du coup, le monde est mauvais, quoi. C'est composé de méchants. De toute façon, la société est perdue. On voit bien toutes ces lois qui passent. Ça ne va nulle part, sauf dans le mur et dans le précipice. Il y a beaucoup de sites, d'ailleurs, qui se veulent de réinformation, qui jouent justement le contraire de l'information positive, c'est-à-dire l'information négative pour dire, regardez, la perdition est totale, donc il ne peut y avoir que le Christ, et spécialement sous sa forme la plus islamisante d'une certaine façon. Mais bon, tu as la tentation cathare et tu as la tentation cynique, qui selon moi est celle du monde médiatique majoritairement aujourd'hui, qui est de ne rien prendre au sérieux, de tout traiter par la dérision. Or je crois que nous, chrétiens, nous sommes appelés à aimer ce monde. Si le Christ a donné sa vie, c'est pas pour qu'on essaye d'aller direct au ciel en sautant l'étape terrestre. Et donc, oui, il y a des mauvaises nouvelles, oui, il y a des difficultés, et oui, parfois, on ne sait pas y répondre. Je vais prendre un exemple aussi tragique que celui de Martin. Ce n'était pas le 7 janvier pour nous, mais c'était le 13 novembre. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous dirigez KTO et que l'attentat se déclenche à Paris? Moi, j'ai des trucs à l'antenne qui sont en train de passer, qui peuvent être d'excellentes émissions, mais qui parlent de tout à fait autre chose. En l'occurrence, c'était un magnifique reportage sur le Pélé VTT à Rocamadour. Vous imaginez bien que je ne peux pas laisser ça à l'antenne, ce n'est pas possible. Et en même temps, qu'est-ce que vous voulez qu'on propose? Dès que la nouvelle est tombée, mais moi, j'ai pas. D'abord, on ne va pas, nous, KTO, proposer de l'investigation sur ce qui est en train de se passer au moment où ça se passe. Ce n'est pas notre métier, on ne sait pas le faire, ça, pour le coup. On est des professionnels, mais pas dans tous les domaines du journalisme. Et donc, qu'est-ce qu'on peut proposer? Eh bien, vous voyez, c'est une grande humilité pour notre rédaction, mais l'idée qui est sortie le plus vite dans nos échanges, c'est de dire, en fait, on ne peut rien dire.
On ne peut absolument rien dire à ce moment-là, sauf qu'on sait que on va tous, et tous les gens qui sont dans ce pays, vont tous avoir un moment de désarroi tel, surtout après 1 heure d'information en continu de plus en plus tragique, qu'il faut quand même qu'on propose quelque chose à ceux qui ont l'habitude de nous suivre et qui viendront chercher, et puis à ceux que le doigt de la Providence va amener chez nous par leur télécommande. Et la seule chose qu'on pouvait proposer à ce moment-là, il était 11h30 du soir, c'était de proposer la grotte de Lourdes en direct, parce qu'on a la capacité de l'allumer d'allumer la caméra depuis notre régie, avec un texte en bas en disant « On ne peut rien faire de mieux que de vous inviter à être en communion dans la prière ». Et puis le reste, on verra demain. Voilà. Et donc, c'est pas forcément une réponse journalistique, mais c'est quand même une réponse de médias chrétiens, de dire à un moment, c'est pas notre expertise qui va être la première, c'est le souci de la situation, de l'état dans lequel sont, comme disait Martin, ceux qui nous regardent, qui nous écoutent ou qui nous lisent. De toute façon, le principe du terrorisme, c'est justement de provoquer cette sidération de telle sorte qu'on ne parle que de cela. Et aussi, il doit y avoir aussi une résistance au fait de ne parler que de cela, justement. Alors, je voudrais reprendre quelque chose que tu as dit, Philippine. Tu as dit plus on est confessant et mieux c'est. En fait, ça attirera les gens. Bon, comme le Christ dit, quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Donc, cette confiance du chrétien, que même celui qui est non chrétien a un cœur en résonance avec le mystère, il faudrait lui proposer ce mystère, et alors il sera touché. Il ne s'agit pas d'entrer dans des stratégies commerciales, voire même d'être dans une autre rhétorique que celle-ci. Mais alors, est-ce qu'on peut dire ça parce que, bien sûr, ce n'est pas le même média, c'est donc bien sûr mutatis mutandis, parce qu'on est dans une histoire complètement différente avec la croix, mais en même temps, est-ce que vous diriez, vous, Guillaume, que plus le journal est confessant, plus il attirera ses lecteurs. Voilà. Il essaye de nous opposer, Guillaume. Tu as vu le piège. Essaye. Je l'avais dit. Bien noté. Il fait ça très très bien. Voilà. Je voudrais juste d'abord revenir, mais très rapidement, sur ce que vient de raconter Philippine sur la soirée du 13 novembre, qui est les deux histoires que, effectivement, on en a déjà parlé ensemble tous les quatre, mais à la fois ce qu'a raconté Martin et ce que vient de raconter Philippine sont des choses qui me touchent beaucoup. Moi, ce soir-là, j'avais un journaliste qui se trouvait être dans un des cafés qui a été mitraillé. Donc, c'est des souvenirs qui sont assez forts. L'histoire qu'a racontée Philippine me paraît extrêmement à la fois belle et significative. C'est-à-dire que j'ai parlé tout à l'heure du fait qu'il y avait en France une presse chrétienne encore importante, et j'espère bien que ça durera très longtemps. Mais en même temps, l'honnêteté oblige à dire que ce n'est pas une presse qui a des moyens très importants comparés à la concurrence. Que ce soit nous en tant que quotidien, KTO, Hebdo, radio, etc., nous travaillons tous avec des moyens nettement inférieurs à ceux de nos concurrents. Et en un sens, c'est une chance, parce que ça nous oblige à avoir beaucoup d'imagination. Ça nous oblige à en permanence chercher comment faire pour nous faire entendre, et ça nous amène à faire des choses très originales, comme ce que vient de raconter, et belles, comme ce que vient de raconter Philippine. Et si je me souviens bien, tu m'avais dit aussi qu'il y avait eu pas mal d'audience. Donc... Oui, en réalité, très au-delà justement des cercles catho qui regardent KTO habituellement, parce que c'est une des plus grosses audiences de la chaîne après l'élection du pape, avec plus d'1,5 point de part de marché. Ça vous dit peut-être rien, mais pour une petite chaîne comme la nôtre, c'est énorme. Voilà, comme quoi de la contrainte, de la pauvreté, de la faiblesse peut naître quelque chose de beau et qui a de la force. Alors, la question, la croix confessante, la croix, je parle du quotidien, bien sûr. Vous vous souvenez peut-être, pour les plus âgés d'entre vous, que la croix, pendant un temps, s'est appelée la croix l'événement. Parce que certains, au moment de cette grande aventure qu'a été le Concile pour toute l'Église, se sont dit peut-être que nous pourrions toucher davantage de personnes si on était un peu plus, je reprends des catégories que vous connaissez bien, le vin dans la pâte. Et c'est pas si simple que ça, mais ça permet de se comprendre rapidement. Et donc, l'idée, c'est de dire l'événement, puis on va petit à petit diminuer la marque La Croix et augmenter la marque l'événement, puis un beau jour, hop, ça s'appellera l'événement.
Vous avez peut-être remarqué que ça n'est jamais arrivé et que, d'autre part, la marque l'événement a disparu. Parce que, effectivement, à un moment donné, j'étais jeune quand la décision a été prise, je ne la revendique pas du tout pour moi-même, mais j'ai vraiment, notamment parce que je viens d'une forme de journalisme qui n'était absolument pas catho, qui était même très païenne, je pense que... entendez bien prenez ce que je vais dire avec l'attention nécessaire. On ne se vend pas sur sa ressemblance, on se vend sur sa différence. C'est ça que moi j'avais compris avant d'arriver à la Croix, et j'étais parfois étonné quand je voyais certains collègues qui disaient « nous voulons être un journal comme les autres ». Et moi je disais, moi qui venais plutôt du monde de marketing, etc., je me disais « mais comment on va vendre un journal comme les autres ?» Je veux dire, pourquoi irais-je acheter un journal comme les autres? Donc, si on s'était appelé l'événement, on aurait toujours été... Ma conviction, c'est que si on s'était appelé l'événement, on aurait toujours été trop catho pour les non-cathos et plus assez catho pour les cathos. Et que je pense que nous devons avoir cette simplicité de dire ce que nous sommes. Nous sommes un journal catholique, et Dominique Quignot, qui dirigeait le journal avant moi, avait coutume de dire, je dis journal catholique et pas journal chrétien, parce que nous sommes catholiques et nous espérons être chrétiens. Nous ne pouvons pas espérer parler bien au nom de tous les chrétiens, parce que culturellement, parce que dans notre histoire, je dirais même nous sommes catholiques romains, car il y a des catholiques non romains. Voilà, je réponds un peu des choses désordonnées, mais la dernière chose que je voudrais dire rapidement, c'est que pour moi, et là aussi c'est quelque chose que j'ai recueilli de Dominique Quignot, la Croix est un pont. La Croix est un pont, on circule dans les deux sens. C'est un journal qui doit aider ses lecteurs. Ils ne sont pas si différents de ceux de famille chrétienne du point de vue de la pratique dominicale, un petit peu, mais pas tant que ça. C'est un journal qui doit aider les catholiques à aller vers le monde, les catholiques et les chrétiens, à aller vers le monde, à mieux le comprendre, un monde qui s'éloigne de plus en plus de lui, de ses valeurs, de ses convictions, de ce qui l'habite, de ce qui l'anime. Donc nous devons les aider à comprendre un monde qui leur paraît sans doute de plus en plus énigmatique. Et inversement, c'est l'autre circulation sur le pont, la Croix doit être un journal qui peut permettre à des non-catholiques de mieux comprendre ce que pensent, ce que ressentent les catholiques. Et je dois dire que dans la période où nous sommes, alors là je parle peut-être moins des abus sexuels et du cléricalisme que des lois qui nous attendent en matière de bioéthique, nous souhaitons être cet épiderme où des informations s'échangent entre l'intérieur et l'extérieur, et encore une fois dans les deux sens. Merci Guillaume. Il y a une chose qui apparaît et qui doit être encore plus explicitée, c'est que dans un journal, d'une manière générale, il y a la question du rapport aux faits, éclairer leur signification, donc il y a la partie que j'appellerais reportage. Un journal a toujours une forme de conviction, parce qu'après tout, être catholique, c'est peut-être la modalité la plus universelle, quoi qu'on en dise, mais sinon, on a des journaux de droite, de gauche, donc il y a toujours quelque chose qui relève non pas des faits, mais d'une sorte de foi, et donc d'une certaine propagande, sans employer d'ailleurs de jugement de valeur, le mot au sens de propager quand même une idée. Mais il y a aussi, outre les faits et la foi, la question du profit, la question du rendement. Il ne faut pas oublier qu'un journal est une marchandise, et que la question donc du territoire de marque, la question de comment faire pour ne pas perdre tous nos abonnés, comment toucher au-delà de la ménagère de plus de 65 ans à collier de perles, c'est une question qui est une question matérielle de base. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que le fait que des questions matérielles de ce type, des questions commerciales de ce type, c'est ce qui vient parasiter la tâche d'aller dans le sens de la vérité, puisqu'on doit chercher des nouvelles populations cibles, donc il faut se faire séducteur, ou alors est-ce qu'au contraire, c'est pas stimulant pour l'évangélisation parce qu'on doit inventer de nouvelles manières? On est séduisant et on restera séduisant, encore que le mot ne me pèse pas beaucoup personnellement, mais on aura du charme ou de l'attrait pour notre lectorat si on est vrai. C'est-à-dire que je rejoins ce qu'on vient de dire objectivement avec
certainement avec quelques nuances, mais on ne peut abandonner nos convictions. Évidemment, comme l'a dit Philippine, et c'est l'autre version du catharisme, c'est en n'étant pas une réserve d'Indiens. Et ça, on y tient aussi à Famille Chrétienne, contre toute attente, peut-être pour vous. Donc, en revanche, on ne peut pas abandonner nos convictions. Et si on abandonne nos convictions, effectivement, on abandonnera totalement nos lecteurs. Et puis on abandonnera d'abord notre conscience. Justement, pour les questions de conscience et la question de la déontologie journalistique, évidemment que moi, au quotidien, j'aurais du mal à vous le dire ces jours-ci en particulier, où tendu sur des questions commerciales, marketing, est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on fait pas ça? On est toujours tendu sur ces questions-là. On l'est de plus en plus dès lors qu'un hebdomadaire comme le nôtre, eh bien, tout doucement perd un peu de lectorat. Enfin, on va peut-être pas se cacher non plus, se mettre le voile de pudique sur la tête. C'est le cas de tous mes collègues qui sont partis d'un peu plus haut que moi, ou d'un peu plus haut que nous, La Vie ou Le Pèlerin, qui, comme nous, sont sur une pente. Et de tous les médias. Et de tous les médias, d'une manière générale. Et nous, on se console en ce moment en se disant, ah ben, en fin de compte, on perd moins que tout cela, parce qu'on a un panel, on a des abonnés fidèles. Il m'arrive d'ailleurs parfois dans des interventions comme ça ou en rédaction de faire le lapsus. J'oublie de parler de lecteurs et je parle de fidèles. C'est terrible. Et c'est terriblement ecclésial, pas clérical, mais ecclésial. Mais c'est vrai que ce sont des fidèles lecteurs. Et c'est vrai que ce qui touche beaucoup, mais dans tous nos médias, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une lettre qui ne commence pas par « je suis abonné depuis 30 ans, je suis abonné depuis 40 ans, je suis abonné depuis 30 ans ». Mais j'ai un qui m'a écrit il n'y a pas longtemps, je suis abonné depuis 50 ans. Je vais dire, c'est bien, mais on a 40 ans. Bon. Et on vient de le fêter, c'est écrit en gros, voilà. Mais je n'ai pas répondu, comme ça en tout cas. Mais j'ai été frappé pour parler du retour lecteur et de toujours de cette question de déconviction et de l'affichage. Et parce que Guillaume, tu en parlais au niveau des titres de la Croix. On a tenté un logo FC. Aïe, 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 aïe. Alors c'était un grand débat dans la rédaction, je ne peux pas vous dire le contraire. Il n'y avait plus écrit Famille Chrétienne en gros. Alors quand même, pour information, il n'y a jamais eu chrétien écrit en très gros. Hein. Il y avait famille en très gros, puis il y avait chrétienne en petit, dans un coin. Mais on m'a dit, bah, vous enlevez le côté chrétien, FC. Alors j'ai reçu des courriers terribles. Vous faites comme la Croix, qui avait enlevé la Croix autrefois. Vous faites comme La Vie ex-catholique. Alors avec Jean-Pierre Denis, qui est dans une autre salle qu'ici, on se marre souvent, on se bidonne, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tromper le lectorat. On ne peut pas perdre ces convictions-là. Mais ce n'est pas qu'une question d'affichage. C'est une question de l'âme du journal. Je veux dire, il y a toujours écrit Famille Chrétienne en grosses lettres, en lettres un peu plus petites, sous les deux grandes lettres FC. C'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est est-ce que je suis vraiment, j'allais dire au quotidien, non, mais chaque semaine, un hebdomadaire catholique et familial. Et ça, c'est important pour moi. Et je rajouterai maintenant dans notre profession de foi depuis notre nouvelle formule en janvier, et missionnaire. Je l'ai dit tout à l'heure, mais on a fait un travail, nous aussi, d'introspection sur la question de savoir au service de qui nous étions. Donc une fois de plus, on est évidemment d'abord au service de pratiquants, je l'ai dit tout à l'heure, de gens qui connaissent plutôt bien l'Église, qui sont parfois un peu gratouillés ou chatouillés par le pape François, et Dieu sait si c'est bon, et donc il faut savoir leur répondre. Bon, je vois que le pape François, je l'apprends ce matin, ou la confirmation ce matin, qui va faire des conférences de presse dans l'avion un peu plus prudentes, je m'en réjouis, pour avoir voyagé 11 ans avec des papes, voilà. Et 8 ans Radio Vatican quand même, hein. Je dis juste à Martin, c'était effectivement du grand journalisme Radio Vatican, en tout cas pour moi une grande école. On ne peut pas abandonner nos convictions, on ne peut pas perdre notre lectorat en défaisant tout ce qu'était Famille Chrétienne. Mais on a réfléchi, par exemple, sur une page très simple, qui est la 3e, 4e page du journal, où il y avait toutes les semaines les saints de la semaine. Et on avait le saint du 29 octobre, le saint du 30, et ainsi de suite. Et donc, on a eu des courriers, évidents, de lecteurs qui disaient « Ah, mais vous avez enlevé tous les saints de la semaine. » Bon. Je ne sais pas si on était vraiment dans le service, on a proposé que sur cette page-là, il n'y ait plus chaque semaine, et donc chaque année liturgique, parce que vous le savez mieux que moi, ou aussi bien que moi, ça revient tous les ans. On avait toujours le même saint, ou quasiment, qui revenait, avec à peu près toujours la même histoire. Il est né à tel endroit, il est machin, il était là, puis il a traversé la Cappadoce. Bon.
On s'est dit... Il s'est fâché avec son évêque. Il se fâche toujours avec leurs évêques. Il se fâche toujours avec l'évêque. Parfois, ils ont eu des compagnes. Enfin, bon. Et... enfin, parfois, c'est possible. Et donc, on a pris le pli de faire une page de prière. Et donc, d'être un coin prière. Et un coin prière avec une prière plus pour la famille, ce qui est évident, c'est notre ADN. Et ça, on l'avait presque oublié. Enfin, on ne l'avait pas oublié dans la construction du journal, je peux pas dire le contraire, mais on avait oublié qu'on pouvait aussi aider à prier en famille en particulier. On aidait plus les adultes que les parents avec leurs enfants. On a proposé une image, une illustration qui mène à l'intériorité, à la prière, à s'évader aussi. Et puis, le saint de la semaine, on en a pris un. Donc ça nous permettra de tourner et d'avoir quand même un peu de diversité, mais qu'on a creusé différemment, avec un angle différent. On n'est pas juste allé raconter quand est-ce qu'il est né, quand est-ce qu'il est mort. Pour ça, il y a des trucs qui sont bien faits. Aujourd'hui, le net regorge de ces solutions-là. Même l'outil Nominis de la CEF est très bien. Enfin, et Magnificat, par exemple. Ou d'autres. Mais voilà, donc on a voulu pas abandonner ça et proposer un peu plus. Et je disais tout à l'heure, il y a la question de la mission aussi qui nous habite énormément. Et je pense que si on n'est pas missionnaire, on crève. Et pas on crève au sens on va s'épuiser, on sera un tout petit troupeau, puis on nous verra plus. C'est déjà ça. On est déjà un tout petit troupeau qu'on voit plus. On est devenu presque même des extraterrestres ou exotiques pour les grands médias généralistes. Et moi, je vois que quand toi, tu es sur des grandes antennes comme Info assez fréquemment, de façon récurrente, et vous êtes bien ailleurs. Moi, il m'arrive de temps à autre d'être intervenant sur une chaîne de télé nationale ou de radio. On a l'occasion là de dire des choses extraordinaires. On a là une occasion, une opportunité extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'on est reconnu comme journaliste. Voilà, on fait partie de la caste, j'en sais rien, la corporation. Et pour revenir à ce qui était dit tout à l'heure, pour prendre un exemple d'un traitement chrétien, un journaliste de l'équipe a eu la bonne idée de me dire on va faire comme les autres, on va faire un spécial vin. Alors ça, famille chrétienne qui fait un spécial vin, bon, là, certainement, j'en doute pas, des lecteurs qui ont un petit pouvoir d'achat, qui aiment bien remplir leur cave, certains. On va faire un spécial vin. Je dis, mais oui, mais en quoi le spécial vin de famille chrétienne va se différencier des autres ? Parce que si c'est juste aller voir des viticulteurs, on fait pas notre spécial franc-maçon tous les ans, notre spécial vin tous les ans et notre spécial immobilier. C'est pas notre job. D'autres le font très bien, qu'on aime ça ou pas, mais enfin, les gens courent en général plutôt pour les acheter. Donc on s'est dit, on va faire un spécial, ça n'a rien d'original, hein, je vends ma programmation de la fin du mois prochain, mais on va faire un spécial vin vigneron catho, c'est-à-dire qu'on est allé chercher dans toute la France des hommes et des femmes qui sont au milieu des rangs de vignes et qui ont une spécificité, qui ont quelque chose, qui d'abord nous propose aussi un bon vin, parce qu'attention, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, journalistes et chrétiens, chrétiens et journalistes. On a dans nos rédactions, alors c'est une époque que je connais moins, mais il y a quelques années de ça, d'abord privilégié le journaliste. Et on prenait des gens qui n'étaient pas chrétiens du tout, ou qui étaient... Alors qu'ils ne soient pas chrétiens du tout n'empêche pas toujours, selon les rédactions, selon les choix éditoriaux, mais qui étaient même anticléricaux, ce qui pose quand même un léger problème. La famille chrétienne, c'est très très compliqué, ça devient très compliqué. Mais je parle plus de médias plus généralistes. Mais voilà, donc aujourd'hui, on a des journalistes chrétiens à l'aise dans leur pompe avec le monde, mais qui sont des chrétiens et des journalistes. Et ça, je crois que c'est essentiel. Merci. C'est pas un spécial vin de messe ? Alors on y a pensé. Parce qu'il fallait y penser parce que... Mais ça nous paraissait trop clérical. Non mais... Et en fait, pas du tout, parce que c'est un enjeu. Non, mais c'est un enjeu fondamental, parce que quand on voit ce qu'on apporte à la Sainte Table, pour ainsi dire, c'est quand même catastrophique. Hein. On ne va pas dans les mêmes églises. Non, mais il y a tout un problème, quoi. On devrait. Je dis pas qu'on. Ouais, non, mais voilà, Petite Arvine ou Château Yquem, il faudrait même. Au moins. Il y a quand même. Enfin bon. Il y a une forme de naïveté sur cette question. Maintenant, il faut que le philosophe s'énerve. La question du vrai dans l'information. Il y a quand même un problème majeur, c'est que le journalisme,
d'abord voit le réel à partir de la notion d'information, ce qui est discutable. Est-ce que tout est de l'information? Est-ce que la parole est là comme série d'informations? Quand on dit « je t'aime », c'est pas une information, vous le savez bien. Enfin, il y a que les hommes qui croient un peu ça et qui disent « tu vois, je te l'ai déjà dit, pourquoi tu me demandes encore ?» Quand on prie, on ne donne pas une information. Dieu est quand même un peu au courant déjà. Donc, il y a des types de formats. Et en plus, avec la venue du numérique, moi je vois dans les journaux, je vois comment une page de journal se transforme. Ça devient de plus en plus une page avec de l'information brève. On a vu que la taille des articles devient de plus en plus brève, qu'elle multiplie les fenêtres, les encarts, parce qu'il faut ressembler à un écran pour faire concurrence à l'écran. Et dès lors, le problème, c'est pas... on peut être vrai, mais on a un formatage qui impose un certain rapport au réel, qui est un rapport qui est celui que j'appellerais du style journalistique. On voit que les articles sont de moins en moins amples, que pour concurrencer aussi le numérique où tout va très vite, il faut absolument écrire vite aussi, et de plus en plus vite. Et dès lors, il y a quelque chose qui est extrêmement problématique, c'est-à-dire c'est un appauvrissement du rapport au réel qui est induit par le journalisme, surtout dans la situation de diffusion du numérique. Donc, mais Antoine Marin, on va laisser parler les autres. Je rebondis juste, et je pense que chacun a quelque chose d'intéressant à dire là-dessus, mais la spécificité de nos 4 médias, c'est une évidence, c'est qu'on fait de l'info à un moment ou l'autre, en plus ou moins grosse dose, mais on prend énormément de recul, on prend énormément de temps, on ne saute pas sur l'information. Pour la petite histoire, il y a quelques années, il y avait un concours à travers le réseau Facebook, je ne sais pas si je t'ai déjà raconté ça, pour trouver un slogan pour la Croix. Il y avait un slogan que vous aviez cherché lors d'une campagne. Bon. Et je m'étais amusé parce que la veille au soir, j'avais dû dîner avec le correspondant romain de la Croix, qui n'est pas toi, un autre de tes successeurs, Frédéric, et qui avait présenté la Croix devant un ambassadeur, je crois. Bon. Et puis, le lendemain, je vois ce concours. Effectivement, il avait dit des choses qui me tournaient dans la tête. Mais comment est-ce qu'on peut dire ça? Et je m'amuse à jouer à ce concours. C'est-à-dire que sur Facebook, je mets mon nom, je mets machin, et je mets pour être en avance, prenez du recul. Je balance ça. Je n'étais pas peu fier de mon truc. Et 10 ans plus tard aussi, merci. Les journalistes, on a quand même une bonne part de manque d'humilité. Et sinon, on ne ferait pas ce métier, objectivement, comme les politiques. Et il se trouve que, voilà, ça, je ne sais pas comment ça s'est passé par l'anonymat, hein, ça arrive sur une liste, et puis la rédaction, on a choisi 3. Le mien arrive en tête. M'a-t-on dit. Après, on a sorti les noms des gens. Merde, c'est Isoard. J'étais pas famille chrétienne. J'étais déjà dans un groupe, on va dire, d'en face. Dans le groupe d'en face. Et j'ai su après, voilà, il y avait un iPad à gagner. Je suis reparti avec mon iPad, offert par Dominique Quignot. Eh bien, en arrivant à famille chrétienne il y a 2 ans, je me suis dit, donc vous avez rempli votre contrat, hein, je ne suis pas du tout. Je me suis dit, voilà aussi un slogan qui pourrait être celui du nouveau FC. C'est-à-dire, pour être en avance, prenons du recul. C'est-à-dire, si on veut vraiment être en avance avec le Seigneur, prenons du recul, prenons du temps. Ne sautons pas systématiquement sur l'info. On ne va pas faire un débat ici sur Twitter, Facebook et machin, mais c'est devenu un monde terrible. Terrible. Ceux qui sont ici, qui en font l'expérience, les insultes pleuvent, il faut une sacrée carapace. Hein. Et moi, j'ai un journaliste de chez moi il y a quelques jours qui traite la bioéthique, qui m'a dit « j'hésite à rester ». J'hésite à rester. Et il y a des gens autour de nous dont on voit qu'ils partent. Et on se surprend encore quand on voit des gens arriver, d'ailleurs parfois avec pas mal d'années de recul, mais qui disent « ah ben j'arrive sur Twitter, salut, c'est mon premier tweet ». Bon courage. Je ne sais plus quel est le responsable politique il y a quelques jours, qui est rentré sur Twitter comme ça et qui s'est pris une pluie de trucs, pas dégueulasses, hein, ça viendra, mais disant ah ben, bon courage, hein, bienvenue à Hockey Choral. Voilà. Faut enchaîner.
Oui, je sais. Alors, C'est le ouais, moment. Martin. On le soutient, voilà. Non, mais c'est Faut pas noter les noms. Martin Ferron. Donc, Non, mais pour Fabrice, faut l'excuser. Une table ronde dans ce sens-là, c'est il juste repart. impossible. non, mais en plus, On il y a se un met vrai, tous à il y a sa un vrai place. problème. On est en Parce qu'en vol, fait, là, je vois personne. Je en sais pas vol si de vous avez vu la migration. configuration. Donc moi, je suis en avant. Donc il ne sait pas s'il Et y en a un de nous qui dort ou pas. Voilà. Je tourne le dos à Philippine. Je suis Voilà, en c'est dessous de tout, en plus. Enfin, je Ouais. m'en rends compte. Donc c'est terrible. Non, mais quand même, cette question des formats de plus en plus brefs, est-ce que ça affecte aussi la radio? C'est vrai que c'est différent, la radio. C'est vrai que c'est une voix qui advient comme ça dans la maison de manière fantomatique. Alors, non, mais c'est vrai. Non, pas tant que ça. C'est pas tant fantomatique. Et vous savez qu'il y a eu beaucoup d'auteurs, d'ailleurs d'abord des auteurs chrétiens, mais aussi, je pense à Max Picard, et puis des auteurs comme Gunther Anders qui ont travaillé sur la radio et qui ont montré aussi les liens entre la radio et l'entrée de la voix du dictateur en fait dans les foyers. Il y a eu un lien entre les débuts de la radio, par exemple, et le développement voilà, du Reich. Ça a été... oui. Donc, non, c'était une manière de faire un enchaînement périlleux, tu vois. Dis Bon, juste Martin Ferron, s'il te plaît, Fabrice. Non, on avait déjà Antoine Marie. Mais non, mais en fait, je voudrais approcher une autre question qui n'est pas forcément celle des formats, mais qui est une question qui expliquerait mon rapport critique en fait aux journaux et au fait que justement je n'allume guère la radio ni la télévision, etc. J'apprends les informations bien sûr par bouche à oreille parce qu'il y en a d'autres qui le font à ma place et donc j'apprends les choses souvent. Voilà, on me le dit, c'est étonnant, bon, comme dans un village. Mais il y a quelque chose qu'a très bien pensé un jésuite que j'admire beaucoup, qui était aussi psychanalyste, qui s'appelle Denis Vasse, et lyonnais. Denis Vasse expliquait comment le rapport aux médias et à l'information entretenait souvent une culpabilité névrotique, et en fait nous faisait rêver à des pouvoirs que nous n'avions pas, en perdant nos pouvoirs les plus propres. Par exemple, j'apprends qu'il y a eu le 13 novembre, je suis sidéré, paralysé, je suis focalisé sur cette information sur laquelle je n'ai pas prise et sur laquelle je vais aussi produire du discours sur l'islam, sur ce que devraient faire les pouvoirs publics, sur voilà. Bon. Je me sens impuissant, donc voilà, je ne peux rien faire. Et en même temps, mon propre pouvoir, qui est celui d'aller de proche en proche, c'est la modalité de l'évangélisation à l'origine, hein, enfin, et je crois que si les apôtres ont été envoyés, c'était ça, se perd. C'est-à-dire que j'entre dans un monde d'une connaissance qui est désincarnée. De la même façon, la voix de la radio va être une voix qui rentre chez moi, qui va peut-être prendre la place de la conversation familiale et qui va me parler d'un monde qui n'est pas le monde de la proximité sur lequel je peux exercer mon pouvoir de... Est-ce que vous êtes conscient de ce problème-là? Est-ce qu'il n'y a pas, justement, dans la modalité même de l'information, quelque chose qui nous fait perdre le rapport à la proximité? C'est rude, hein C'est un peu rude. Je vais essayer de me mettre au niveau. Moi, j'avais été provoqué à une autre époque dans un autre métier, dans un média catholique, par un compagnon de Denis Vasse, qui est Michel Farin, qui est jésuite, qui est réalisateur, et qui n'aimait pas les journalistes. Donc c'était un défi à chaque fois de se retrouver face à lui, parce qu'on savait que ça ne se passerait pas très bien. Et moi j'essayais d'être gentil, puis voilà, j'ai créé une espèce d'empathie à un moment donné, parce qu'on était amenés à travailler ensemble. Et à un moment donné, je lui pose une question, il laisse un silence, et il me dit « ça c'est bien une question de journaliste ». C'est bien une phrase de jésuite, ça. Et je dis, c'est quoi une question de journaliste? Et il me dit, c'est une question qui n'engage pas. C'est ça. Et ça, voilà, il est content. Ça m'a C'était un vrai compagnon horriblement de vexé. Parce que je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu en sais?
et puis ça en est resté là. J'ai jamais oublié cette phrase. La question, c'est qu'est-ce que j'engage de moi-même dans le traitement de l'information. Parler de la voix fantomatique à la radio, il n'y a pas de voix fantomatique quand vous écoutez les auditeurs. Eux, vous êtes très incarnés. Alors, pas beaucoup dans les déjeuners ou les dîners, ils coupent la radio généralement. On est pour vous donner un ordre d'idée, 60% de nos auditeurs sont en voiture. Moi, j'appelle ça la chapelle intime. Vous savez, les gens, amusez-vous quand vous montez dans la voiture de quelqu'un, vous switchez sur ces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Généralement, vous avez une idée à peu près de ce qui, en fait, intimement le nourrit. Alors, des fois, c'est rire et chanson en 3. Moi, j'ai mon voisin, un jour, je tape, et puis en 2, il y avait France Culture. Je le regarde, et il me dit non, c'est la voiture de ma femme. Je dis ça parce que c'est une énorme responsabilité. C'est-à-dire qu'en voiture, alors là, effectivement, déjà, des fois, les gens switchent ou viennent sur RCF parce qu'ils ont envie de ce temps-là. C'est leur temps à eux. Et la voix n'est pas fantomatique. La voix, elle est extrêmement proche d'eux. Pour rester dans la thématique de l'évangélisation, nous sommes un média de la parole avec un petit P et un grand P. Si nous voulons qu'on passe de la parole à la parole, je ne vais pas commencer à faire un grand schéma, parce que Fabrice va me reprendre à chaque fois en me disant oh, pas tout à fait vrai. Il faut du temps, il faut de l'espace, il faut respirer, il faut des silences. Et en radio, ça existe aussi. Il faut aussi, des fois, on parle en journalisme de la hiérarchiser l'information, discerner, en parler en équipe sur des choix éditoriaux, être capable de se dire ben non, j'en parlerai pas maintenant. Pour revenir sur nos maîtres à penser à tous, Bruno Frappa, pour rebondir, mais je ne sais pas s'il est tout piqué chez Antoine Marie, il avait dit il faut prendre du recul, quitte à prendre du retard. Pas pour être en avance, pour être dans son temps. Pour être dans son temps, on n'est pas obligé d'aller vite. On n'est pas obligé de se précipiter. Et on peut assumer le fait de prendre du retard. Et de laisser cet espace, cette dilatation exister. Je vous dis ça ici, c'est assez facile. Quand je retourne lundi matin dans la rédaction, c'est moins évident, surtout s'il y a de l'info chaude. La question, celle du format, vous pouvez la maîtriser en revanche. Vous pouvez vous dire, j'ai 1 minute pour parler, je ne vais pas mettre 3 invités, ou là, 1h30, on s'est dit, ça va, on aura le temps de parler. Vous disposez la parole comme vous voulez. On prend le temps chacun, vous ne faites pas signe en disant, il faut enchaîner, voilà. En revanche, ce qui nous pose problème, en tant que média, c'est l'immédiateté, c'est-à-dire le fait que, et c'est un des grands enjeux, notamment pour la presse écrite par rapport à des réalités économiques et qu'il y a de moins en moins d'acheteurs de journaux, pour nous aussi, sur une frustration qui est de se dire j'ai l'info mais mon journal il est qu'à 19h. Rien que ça. Par exemple, toutes les sorties de nomination d'évêques, c'est à midi. L'embargo, nous on a le coup de fil de la veille, KTO une semaine avant. Nous on a le coup de fil de la veille. Et non, c'est parce qu'ils doivent faire le portrait de ces contractuels. Nous, on a l'embargo, la veille au soir ou le matin, on a l'embargo et on sort à midi. Mais nous, on n'a pas de journal à midi. Comment va-t-on faire? Et donc, c'est vrai qu'on a envie de le sortir. Je vous parle de ça pour vous donner un exemple. Il y a une culture de l'immédiateté qui touche complètement nos médias, qui nous met sous pression de sortir les choses et de publier quelque chose. Et des fois, on a des trucs géniaux, mais il y a une espèce de pression, d'idée que si on n'attend pas 19h, on ne sera pas dedans, on ne sera pas dans l'immédiat, on ne sera pas dans ce que les gens attendent. Et du coup, on risque d'abîmer notre travail. Le danger, c'est ça aussi, parce que ça passe encore plus vite que ne passe un journal à 19h, qu'on pourra ensuite reprendre pour les informations principales dans une émission 2 jours après. On aura fait au moins notre travail. Et pour boucler avec ce que je disais au début, on aura engagé quelque chose dans lequel on se sente parfaitement en adéquation avec nous-mêmes. Parce que la question, évidemment, qui se posait sur journalistes chrétiens, journalistes, nous, c'est vrai que c'est des journalistes chrétiens. Certains sont assez loin de la pratique, d'autres sont même très très loin. C'est un cheminement à faire. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu engages quand tu viens travailler dans cette radio? Qu'est-ce que tu engages quand tu travailles dans une rédaction? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu comprends? Surtout, qu'est-ce que tu dis ne pas comprendre? Ou des fois ne pas admettre. Et de pouvoir l'échanger, c'est aussi ce chemin-là qu'on peut faire ensemble. Un journaliste n'est jamais tout seul, comme un chrétien, tout seul il est en danger. Alors on va devoir finir parce que c'est le format justement. Bon, dernière question. Philippine, si KTO devenait la première chaîne de France, est-ce que ce serait mieux? Parce que,
Bon, on voit bien, certains l'ont dit d'ailleurs, on peut avoir du recul aussi d'une certaine façon parce qu'on est petit, parce qu'on n'est pas pris. Si ça devenait TF1, il faudrait faire, je ne sais pas, une sorte de Patrick Sébastien Cato avec... enfin, je ne sais pas, un prêtre autour de danseuses du Crazy Horse, etc. Non mais... Justement, la question, c'est qu'il y a une sorte d'inertie. Quand ça devient grand, ça doit devenir grand public, il faut être plus glamour. Alors, est-ce que... Voilà, maintenant, c'est la première chaîne de France. Est-ce que c'est plus difficile pour toi ? En fait, pardon, Fabrice, c'est une question parfaitement absurde. C'est-à-dire, si Fabrice Adjadj devenait Luc Ferry, il se passerait quoi ? Ça n'existe pas. Ça changerait certainement très profondément la nature du projet. Je ne serais probablement pas la bonne personne pour le mener, parce que moi, le TF1 Cato, je n'y ai jamais cru. C'est ce que je disais au départ. C'est-à-dire essayer de faire TF1 avec les moyens de KTO, d'une part, et d'autre part en colorant d'un petit peu d'anthropologie chrétienne les programmes tels qu'on les connaît aujourd'hui qui font de l'audience. Je n'y crois pas. Je crois qu'il n'y a pas de public pour ça. Comme l'un d'entre vous le disait tout à l'heure, les cathos seront déçus et les pas cathos n'auront aucun intérêt d'aller voir le Canada Dry plutôt que l'original. Donc je n'y crois pas. Je crois en revanche que sur les formats, on est précurseur de tendance parce qu'on est beaucoup plus libre. Nous, on ne vit pas de la publicité. On vit du soutien de nos donateurs. Tant qu'ils ont le sentiment que ça leur apporte quelque chose, ils donnent de l'argent pour que ça continue. Si demain on fait mal notre travail et qu'ils ont le sentiment que ça leur apporte rien, eh bien c'est que ça devra s'arrêter ou en tout cas changer en profondeur. L'idée c'est donc qu'est-ce qu'on peut leur apporter et cette agilité que nous permet le fait de ne pas avoir besoin de rentabiliser à outrance le spot publicitaire de 20h35 nous donne une liberté extraordinaire dont on s'aperçoit qu'elle rejoint des tendances du marketing. Parce qu'en réalité, pour la télévision, et c'est assez vrai pour les médias en général, mais surtout en télévision, les tendances qui habitent notre société nous viennent généralement des États-Unis avec 4 ou 5 années de retard. Et ce qu'on observe par exemple en vidéo, en audiovisuel, aujourd'hui aux États-Unis, c'est que l'ère du format court est en train de partir et qu'on revient à des formats très longs. Beaucoup plus d'approfondissement. Nous, on le voit déjà sur la chaîne YouTube de KTO. Il y a 1 500 000 vues par mois à peu près, 40% par des gens qui ont moins de 35 ans. Et ce qui est le plus regardé, ce sont des programmes de 52 minutes. Ce ne sont pas des pastilles de 2 minutes. En réalité, alors ça m'est difficile de parler pour eux vu la couleur de mes cheveux, mais enfin j'en écoute pas mal et puis il y en a ici qui pourront donner leur avis. Pour les jeunes cathos aujourd'hui, ce qu'ils viennent chercher chez nous, c'est pas des dragées. Ça sert à rien. Donc en fait, la pastille de 2 minutes, si elle est super bien faite, généralement c'est qu'elle a été faite par eux et que nous on s'est contenté de la viraliser d'une part. Et d'autre part, elle leur sert justement à passer à des copains qui sont plus éloignés, mais pas pour se nourrir soi-même. Et pour se nourrir soi-même, il faut prendre le temps de la durée, il faut prendre le temps de se poser et assumer l'exigence. Moi, j'assume qu'on diffuse à 20h40, pas tous les soirs, parce qu'on est aussi fatigué quelquefois en rentrant du bureau, mais qu'on propose quelquefois à 20h40 des choses qui sont exigeantes, qui nécessitent un effort d'écoute, parce que le sujet le mérite, parce que l'époque le mérite. Et puis parce que aussi, c'est un point qu'on a peut-être moins abordé, il y a notre expertise, notre professionnalisme journalistique dans la manière dont on rend compte de ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. Mais il y a aussi la capacité pour des médias comme les nôtres, et en tout cas pour nous, KTO, c'est une affirmation nette, d'essayer d'être au service de la transmission d'une parole de l'Évangile, d'une parole de l'Église, avec une certaine expertise, et donc en lui laissant le temps d'expliquer des choses qui supposent de la nuance, qui supposent de la pédagogie. On parlait tout à l'heure des débats bioéthiques. Évidemment, quand c'est réduit soit à 1 minute 30, soit à un pugilat entre gens d'opinion contraire, ça peut être intéressant, ça nourrit le paysage médiatique aujourd'hui, mais nous, c'est pas ce qu'on va vouloir proposer. Et oui, ça peut être très difficile, c'est des sujets techniques, et y passer 1 heure alors que les gens rentrent de leur journée de travail, c'est un peu audacieux. Moi, je pense que c'est quelque chose que beaucoup viennent chercher chez nous. En tout cas, c'est ce qui se produit aujourd'hui. Et puis, ils viennent chercher aussi cette capacité à parler librement des questions intimes que sont les questions de foi,
sans en faire d'abord une question sociologique. Ça revient à ce que tu disais au tout début. Bien sûr, la question sociologique, elle existe, elle est importante aujourd'hui dans notre pays comme dans d'autres. En zone de diffusion, nous on diffuse en France, mais aussi en Belgique, en Suisse, au Maghreb, dans la péninsule arabique et en Afrique francophone. Donc c'est des publics qui ont des réalités très différentes. Petite anecdote pour finir, en Afrique, un opérateur, dont je ne citerai pas le nom, ce serait de lui faire de la publicité, n'arrivait pas à vendre ses boîtiers de retransmission par satellite parce qu'il n'y avait pas de proposition spirituelle dans son bouquet de chaînes, à la différence de ses concurrents. Et donc ils sont venus nous voir en disant « Est-ce qu'on peut diffuser KTO ?» Parce qu'en Afrique, on n'y arrive pas. Et le premier pays où il était implanté est un pays à 90% musulmans. Donc on lui a dit « Mais c'est... Bon, d'accord. » Et il a dit « Non, mais vous savez, on en a parlé parce que nous non plus, on ne comprenait pas. Et les gens, quelle que soit leur religion, nous ont dit « Au moins, proposez-nous quelque chose de spirituel. Proposez-nous quelque chose qui parle de pourquoi on est ici, quel sens a notre vie et où est-ce qu'on va après. Parce que si vous nous proposez que du football, des dessins animés et des séries américaines, ce ne sera pas suffisant. » Merci. Alors, un tout dernier mot, voilà, de la part de Guillaume Goubert. Merci. Non, mais parce que cette question-là, elle est extrêmement importante entre votre question et la réponse de Philippine. Je pense qu'il y a quand même un danger auquel, et je pense que c'est beaucoup l'objet des travaux de ce congrès ce week-end, à ce que nous soyons non pas dans une église du Qatar, mais dans une église de haute société. Et qu'on s'adresse à des personnes très bien formées, d'ailleurs très engagées dans l'église, très généreuses. La question n'est pas là. Mais je pense que pour toute l'Église, y compris pour la média chrétien, savoir comment s'adresser au public populaire est une vraie question et une question qui doit nous animer beaucoup, même si nos équations économiques font que nous ne sommes pas des médias bon marché. Je suis entièrement d'accord avec toi et je pense qu'on partage tous ce souci de rejoindre un public populaire, mais qui est le souci de l'Église aujourd'hui de manière générale. À ceci près que là encore, je me méfie de nos propres bonnes intentions. J'en veux pour preuve les courriers que nous recevons très régulièrement de gens qui nous témoignent qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont pas fait d'études supérieures en tout cas, et que telle conférence ou telle intervention pourtant exigeante et ardue leur a vraiment apporté quelque chose et que désormais ils en seront des téléspectateurs réguliers. Et je pense qu'il faut aussi faire confiance dans le désir de nos contemporains de recevoir des formations, même s'ils ne les ont pas reçues en amont. Et donc, bien sûr, il faut essayer de rejoindre le plus grand nombre, je suis d'accord, et notre danger à tous, en tout cas nous, chez KTO, notre danger serait de se faire plaisir et de faire les trucs qui nous intéressent. Et le défi, et si vous voulez prier pour nous, vous pouvez prier pour ça. Le défi, c'est d'essayer de proposer ce qui fera le plus de bien au plus de gens. Voilà. Merci à tous.